Bonjour. Donc hier on avait fait une vidéo, je veux dire, elle s'est coupée et j'ai plus voulu en refaire une parce que je veux dire, le système se coupe, mais je sais pourquoi ça se coupe maintenant. Je sais pourquoi. Euh, je ne dévoilerai pas la raison ici, mais en fait je sais pourquoi ça se coupe. Enfin, elle m'a coupé, voilà, elle m'a bien embêté et bon, j'ai plus voulu recommencer une vidéo, voilà, bon, par souci de fainéantise. Bon, donc ici, qu'est-ce qui se passe? Je vais voir. Euh, donc une nouvelle vidéo, toujours concernant donc les résistances d'isolement. Et dans les résistances d'isolement, on avait expliqué qu'il y avait trois types de courants, un courant de décharge, un courant d'absorption, je veux dire dipolaire, et un troisième courant, un courant de fuite, et que les sommes des trois courants faisaient un courant total. Et que les mesures qui vont être entreprises en fonction des différentes méthodes qu'on va déjà voir, enfin on en a déjà vu une, mais on va en voir de nouvelles, vont dépendre, je veux dire, de certains paramètres dont, je veux dire, soit les paramètres influençant les mesures ou soit en fonction des courants. Des courants, voilà. De ces trois différents courants. Bon, par exemple, si je prends la méthode de mesure basée sur l'influence du temps d'application de la tension d'essai, euh, voilà. Donc ici, cette méthode consiste donc à relever des valeurs successives de résistance d'isolement à des instants spécifiés. Elle présente l'avantage d'être peu influencée par la température, contrairement, je veux dire, à la méthode précédente, hein. Donc celle-ci, cette méthode-là, méthode de mesure basée sur l'influence du temps d'application de la tension d'essai, ne dépendra pas de la température, ce qui les rend applicables facilement, hein, il n'y a pas de correction à faire, hein, au niveau des résultats. Bien sûr, sous réserve, bien entendu, hein. Il peut y avoir peut-être une correction ou l'autre, mais sous réserve. Mais généralement, hein, on ne fait pas de correction, je veux dire, pour ce type de méthode. Alors, sous réserve de quoi? Ben, que l'équipement en test ne subit pas de variations significatives de température durant donc les opérations de test. Bon, c'est- ce type donc de méthode est adapté pour la maintenance préventive des machines tournantes, donc adapté plus pour les moteurs, les génératrices euh, et à la surveillance de leur isolant. Dans le cas d'isolant en bon état, le courant de fuite ou courant de conduction est faible et la mesure est fortement influencée par les courants de charge capacitifs et d'absorption électrique. Donc vous voyez que euh, quand l'isolant est en bon état, le courant de fuite est faible. Et ce qui influence la mesure, c'est tout simplement les deux autres courants qui sont le courant de charge capacitif et le courant d'absorption diélectrique. Alors, la mesure de la résistance d'isolement sera donc croissante, hein, pendant que le temps d'application de la tension d'essai euh, pourquoi elle sera croissante? Tout simplement parce qu'en fait, les courants parasites vont décroître d'eux-mêmes. Donc, elle va laisser place à un courant euh, fondamental euh, je veux dire, sera en rapport avec le courant de fuite. Et donc, voilà. Donc, de la nature des isolants dépend le temps au bout duquel la mesure d'un bon isolement sera stable. Donc, il faut attendre un certain temps avant d'atteindre, comme on avait expliqué, la stabilité, euh, parce qu'en fait, il y a des courants parasites. Euh, Ils vont décroître très vite, mais et puis on peut prendre sa mesure en fait. Alors, dans le cas d'un mouvement d'isolement, dans le cas que l'isolement est dégradé, sale et humide, le courant de fuite ou courant de conduction est très fort, euh, constant et surclasse les courants de charge. Euh,
des deux autres courants en fait. Ils vont dépasser les deux autres courants. Donc, et les deux autres courants, c'est le courant capacitif et d'absorption diélectrique. Alors, la mesure de la résistance d'isolement atteindra dans ce cas très rapidement un niveau constant et stable. Donc, constant, bon, la stabilité, c'est déjà une constance, hein. Donc, voilà. Dans l'examen des variations de la valeur d'isolement, en fonction de la durée d'application de la tension d'essai, il est possible de déterminer la qualité de l'isolement. Cette méthode permet de tirer des conclusions, même en l'absence d'historique de mesure d'isolement, mais il est toutefois recommandé dans un programme de maintenance préventif d'enregistrer les mesures périodiques, hein, l'analyse des variations relatives, comme dans le cas de la mesure court terme. Elle donne des informations pertinentes, notamment en cas de forte et brusque variation en l'absence d'événements externes identifiés. Donc, voilà, donc on peut gérer ça par programme et tirer des conclusions via le programme qui existe que je vais montrer tout à l'heure. Voilà. Alors, qu'est-ce que la méthode PI? La méthode PI fait partie justement de la méthode, de cette méthode-là, basée sur le temps, temps d'application de la tension d'essai. La méthode PI revient tout simplement à faire la résistance d'isolement à 10 minutes divisé par, c'est le rapport en fait, hein, de la résistance d'isolement à 10 minutes divisé par la résistance d'isolement à 1 minute. Et vous voyez bien qu'on a bien 1 minute, hein, ici et 10 minutes. Donc logiquement, il y a une stabilisation qui s'est faite au bout de 1 minute, hein. Donc les courants parasites ont été éliminés, de décharge et de polarisation sont retombés à zéro, hein, et pour ne rester que le courant de fuite. Et on mesure le courant de fuite à ce moment-là. Donc, à 1 minute, bon, on a une stabilité totale du courant, qui est l'image, en gros, du courant de fuite. Donc, on le fait à 10 minutes et à 1 minute, et on mesure donc, le PI. Voilà. Alors, dans cette application des mesures basées sur l'influence du temps d'application de la tension, donc c'est bien une méthode PI fait partie des méthodes de mesure basées sur l'influence du temps d'application. Il y aura la méthode PI et DAR, hein, je vais la voir par après. Donc, ces deux méthodes sont des méthodes basées sur l'influence du temps d'effet d'application de la tension. Donc, dans cette application, des mesures basées sur l'influence du temps d'application de la tension d'essai, deux relevés sont effectués à respectivement 1 minute et 10 minutes. Le ratio sans dimension de la résistance d'isolement, bien sûr, quand on fait le rapport, il n'y a pas de dimension parce que c'est une résistance divisée par une résistance, donc il reste un coefficient. Le ratio sans dimension de la résistance d'isolement à 10 minutes sur celle à 1 minute est appelé index de polarisation, PI. Donc le PI, index de polarisation, c'est le rapport de la résistance d'isolement à 10 minutes de celle de la résistance d'isolement à 1 minute, qui permet de définir donc la qualité de l'isolement. Et alors à ce moment-là, la recommandation IEEE 43-2000, pardon, qui est exactement Recommended Practice for Testing Insulation Resistance of Rotating Machinery, hein. Ça veut dire quoi? En fait, ce sont les normalisations recommandées sur les pratiques de tests donc de résistance d'isolement. Insulation Resistance, ce sont les résistances d'isolement, hein. Of Rotating Machinery, ce sont les machines tournantes. Donc, c'est à partir de là, quand on a mesuré le pays, on va voir par rapport à certains indices qui se trouvent dans la recommandation IEEE 43-2000 et qui permettra de dire bon si c'est bon ou pas. Voilà. Je crois qu'elles s'opèrent, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, les recommandations IEEE sont payantes en fait. Enfin, pour les visionner. Puis on peut les sortir sur imprimante, on les a. Une fois qu'on les a, on peut, hein, avoir une référence de mesure. Ouais, et n'oubliez pas qu'ici, quand ils disent rotating machinery, c'est bien ce que j'ai dit, la méthode de mesure basée sur l'influence du temps d'application de la tension d'essai. On avait dit qu'elles sont bien adaptées à la maintenance préventive des machines tournantes et à la surveillance de leurs isolants. Donc ici, on voit bien que, hein, le IEEE 43-2000
Ben, cette norme-là, c'est pour les machines tournantes, hein, c'est pour le tester, euh, voir si la résistance d'isolement est bonne par rapport à un coefficient PI, qui est l'index de polarisation. Voilà. Donc c'est pour les machines tournantes. Donc si on veut vérifier une machine tournante si elle fonctionne, mais je veux dire le test du PI est adapté en fait. Voilà. Parce que les résistances d'isolement, on a ceux des câbles, ceux des dispositifs de sectionnement, dispositifs de protection et les machines tournantes, hein, je veux dire, et d'autres appareillages aussi électriques. Bon, donc assez ici, euh, l'index de, donc définit donc la recommandation triple E 43-2000 définit donc la valeur minimale de l'index de polarisation pour des machines tournantes à courant alternatif et courant continu de classe de température BF et H comme étant 2.0. Enfin, ça, il faut aller voir les normes, hein. De façon plus générale, un index PI supérieur à 4 est le signe d'un excellent isolement. Et un index donc PI inférieur à 2 indique un problème potentiel. Problème potentiel. Voilà. Donc, comme on avait dit, c'est pas parce que l'indice de polarisation, je veux dire, est inférieur à 2 que fatalement il y a un défaut. Il faut surveiller en fait. C'est un contrôle à faire, une surveillance à faire. Voilà, parce que bon, faut voir aussi si la... Parce que les mesures dépendent aussi des températures, de degrés d'humidité, de l'hygrométrie, de la personne qui prend les mesures aussi, si elle a mal pris ses mesures, bon, il y a une mauvaise mesure qui vient, qui dit qu'elle est fiable. Bon, c'est peut-être la personne qui s'est trompée aussi. Bon, je veux dire, la personne qui a pris les tests, ça peut arriver, pourquoi pas. Même pour un professionnel, je veux dire, un jour ou l'autre, faire une petite erreur et donc croire qu'il a bon, mais en fait, il a peut-être mal calibré les appareils ou je sais pas quoi. Peut-être qu'il a fait une petite erreur dans l'instrumentation ou peu importe. Hein, ou peut-être qu'il utilise des mauvais câbles, n'importe quoi, voilà. Bon. Est-ce que l'appareil d'abord est bien étalonné, est bien étalonné? Bon, il faut déjà voir ça, hein, parce que un étalonnage doit être quasi parfait, hein. Si un étalonnage est imparfait, bon, c'est la porte ouverte, je veux dire, à du n'importe quoi. Bon, donc euh, dire qu'un pays est inférieur à 2, bon, qu'est-ce que c'est? C'est à surveiller, c'est à contrôler. Est-ce que c'est l'appareil, l'être humain qui fait l'erreur? Est-ce que c'est une réelle erreur? Est-ce que c'est une erreur qui va se rétablir ou est-ce que c'est une réelle erreur qui va rester, la résistance d'isolement va diminuer encore de plus en plus? Faut voir, ça c'est bon, c'est sujet à discussion tout ça. Donc il est important de noter que la méthode de mesure par relevé de l'index de polarisation est adaptée au contrôle de circuits isolants solides. Attention, c'est valable pour les solides parce que donc si ça veut dire que c'est pour les mesures donc d'isolants solides, ce n'est pas bon pour les isolants liquides comme on pourrait retrouver par exemple dans les transformateurs à bain d'huile, hein, hein, et là, dans les transformateurs à bain d'huile, ça donnerait, je veux dire, des résultats très faibles, même en cas de conditions de bon isolement. Donc, le pays est adapté plus pour les mesures d'isolement sur, on va dire, des systèmes solides. Voilà. Et le pays, c'est bien la formule ici. Résistance d'isolement à 10 minutes. Sur le résistance d'isolement à 1 minute, on a la valeur du pays en fonction. Si c'est plus grand que 4, bon, c'est bon. Si c'est inférieur à 2, c'est à surveiller. Voilà. Maintenant, une deuxième méthode basée sur le temps, l'influence du temps d'application de la tension d'essai, c'est le rapport d'absorption diélectrique, le DAR. Bon, le DAR, je vous le dis tout de suite, c'est la résistance d'isolement à 60 secondes divisé par la résistance d'isolement à 30 secondes. Voilà. Donc, euh, donc le pays mesure le courant de fuite, mais ici, apparemment, il n'y a pas eu de stabilisation, apparemment, hein. La stabilisation n'y est pas. Normalement, normalement, si, hein, mais il y a quand même un courant de parasite à environ 30 secondes. Pour moi, il existe encore, hein, le courant parasite. Pour moi, il existe encore, on va voir. Bon, pour des installations ou des équipements comportant des isolants où le courant d'absorption décroît rapidement, le relevé des résistances d'isolement à 30 secondes et 60 secondes peut suffire pour qualifier l'isolement.
Ouais, donc en fait, normalement, à 30 et à 60 secondes, il a disparu, hein, les courants parasites, que ce soit le courant d'absorption ou diélectrique ou le courant, comment on appelle ça, le troisième courant là, parasite, enfin le deuxième courant parasite qui est le courant de décharge. Donc malgré tout, quand on sait mesurer l'isolement à partir de 30 et 60 secondes, donc c'est bon. Bon, on va. L'interprétation, quelle est l'interprétation d'un DAR? Ben, si la valeur du DAR est inférieure à 25, les conditions d'isolement sont insuffisantes. Si on est inférieur à 1,6, c'est bon. Et si c'est supérieur à 1,6, c'est excellent. Voilà. En faisant tout simplement un rapport. Qu'est-ce qui fait le rapport? C'est le. Comment on appelle ça? L'appareil, hein. C'est le mesureur. C'est le contrôleur d'isolement. Alors maintenant, on va voir deux autres méthodes, mais qui sont plus des méthodes basées sur la température, enfin sur le temps d'application de la tension d'essai, mais sur une méthode basée sur l'influence de la variation de tension d'essai. Alors là, on va décortiquer, il y a deux méthodes, la méthode par échelon et la méthode DD. Voilà, DD. Bon, donc la méthode par échelon, voyons voir. La présence de contaminants tels que poussière, salissure, moisissure, etc., ou d'humidité à la surface des isolants est généralement bien révélée par des mesures basées sur le temps d'application de la tension d'essai. Donc, par les méthodes qu'on vient de voir, c'est-à-dire PI et DAR. Donc, la présence de contaminants de poussière, salissure ou d'humidité à la surface des isolants est généralement bien révélée par des mesures basées sur le temps d'application de la tension d'essai. Donc, une méthode PI et DAR, comme on vient de voir, sur la méthode basée sur l'influence du temps d'application de la tension d'essai, ben, peut facilement voir qu'il y a de la poussière, la présence de contaminants tels que poussière, salissure et même d'humidité à la surface des isolants. Voilà. Par contre, le vieillissement des isolants ou certains dommages mécaniques peuvent parfois passer au travers de ce type d'essai, pratiqué avec une tension faible par rapport à la tension de diélectrique de l'isolant testé. Donc, si on comprend bien, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Bon, pour la présence de contaminants qui vient modifier donc la résistance d'isolement, poussière, salissure, moisissure, humidité, on utilise le PI et DAR. Par contre, pour le vieillissement, à ce moment-là, le vieillissement, bien sûr, je parle des isolants, ou alors certains dommages qui auraient été, qui seraient provenus de manière mécanique, donc mauvais centrage, etc., qui provoquent des vibrations et qui perdent, je veux dire, une résistance d'isolement aux isolants. Eh bien, le pays derrière ne suffit pas pour voir ce type de perte d'isolement due à ces défauts mécaniques et de vieillissement. Alors, pourquoi? Parce que le type d'essai PI et DAR utilise donc des tensions faibles. Et ça ne suffit pas pour voir donc le type de défaut donc, dû au vieillissement et comment au vieillissement et aux contraintes liées aux vibrations mécaniques et aux dommages mécaniques. Alors, si on augmente significativement la tension d'essai appliquée au cours des essais, on peut, on peut par contre provoquer une rupture de ces points faibles, ce qui se traduit par une diminution sensible de la valeur d'isolement mesurée. Alors, de façon à être efficace, l'échelon de tension doit être d'un rapport de 1 à 5. Chaque palier doit être de durée identique, typiquement 1 minute, tout en restant bien en dessous de la tension d'essai diélectrique classique qui est 2 fois la tension nominale plus 1000 volts.
Donc, le double de la tension nominale plus 1000 volts. Voilà. Donc, la tension d'essai diélectrique pour ce type de mesure d'échelon doit être le double de la tension nominale. Ajouter à ça 1000 volts. Donc, on doit être toujours inférieur à ça. Hein. Toujours inférieur à 2 UN plus 1000 volts. Donc, voilà. Alors, les résultats de cette méthode sont totalement indépendants de la nature des isolants et de la température, car elle ne se base pas sur la valeur intrinsèque des isolements mesurés, mais sur la diminution effective de la valeur due au bout d'un temps identique à 2 tensions d'essai. Donc, en fait, c'est pas donc comme j'ai bien dit, c'est pas une méthode basée sur l'influence du temps d'application de la tension, et donc là, c'est influencé par la température. Contrairement à ça, on a une méthode basée sur l'influence de la tension, la variation de la tension d'essai, et donc la température, je veux dire, n'est plus, je veux dire, un facteur influençant dans la méthode par échelon. Voilà. Donc une diminution de 25% ou plus entre la résistance d'isolement au premier et celle au second palier est un signe de dégradation de l'isolement, habituellement lié à la présence de contaminants. Voilà. Donc c'est une variation de tension. Hein. Je veux dire, ils font 2 essais avec des variations de tension. Ils font des essais par échelon, par variation de tension, je veux dire, hein, dont le rapport varie de 1 à 5 en fait. Et bien sûr, comme il dit, c'est un escalier. Hein, quand on dit échelon, un escalier composé d'échelons. C'est une petite échelle, un escalier. Hein. Quand on monte, c'est une petite échelle constituée d'échelons. Et donc les échelons du palier, les paliers doivent être toutes les mêmes. C'est comme un escalier d'habitation, les paliers sont tous à la même hauteur. Donc ici, les paliers de tension sont tous à la même. Les intervalles de tension prises entre chaque palier est toujours le même. Hein. Voilà. La différence de tension est toujours la même entre chaque palier. Mais on monte à chaque fois d'un cran. Bon, alors, méthode de test de décharge diélectrique. La méthode DD. La méthode DD. Là, je monte un peu trop haut. La méthode DD. Donc ici, on voit le courant total, qui est constitué d'un courant d'absorption qui va diminuer, va tendre vers 0 au bout d'un certain nombre de secondes. Hein. 20 secondes, il sera 0. Alors que le courant de charge de capacitive, lui, il descend vite à 0. Il est exponentiel et il descend vite à 0. Et le courant de fuite, il se stabilise au fur et à mesure. Et ça, c'est le défaut d'un moteur. On voit l'apparition d'un défaut d'un moteur après une prise de mesure, après un certain nombre d'années. Les méthodes, bon, on a dit qu'on a la méthode, pour les méthodes basées sur la tension, on a sur le temps d'influence de la tension d'essai, on a la méthode PI et DAR, et sur la méthode, sur l'influence de la variation de tension d'essai, on a la méthode, comme on a expliqué, on a la méthode par échelon et DD. Donc on applique les échelons, on applique juste une tension, une variation de tension d'essai, hein, tout simplement. À chaque et on va voir des paliers qui vont apparaître. Et on voit, au travers des paliers, on sait voir, par la méthode par échelon, s'il y a des défauts, hein, en voyant les courbes d'échelon. Alors maintenant, méthode de test des charges. Méthode de test de décharge diélectrique DD.
Donc le test de décharge diélectrique DD, aussi appelé test de courant de réabsorption, s'effectue en mesurant le courant durant la décharge du diélectrique de l'équipement sous test. Donc, méthode de test de décharge diélectrique. DD, ça veut dire décharge diélectrique. Alors que PI, c'est index de polarisation. Voilà. DI, c'est index de polarisation et DD, décharge diélectrique. Donc, là, le test de décharge diélectrique, DD, aussi appelé test de courant de réabsorption, s'effectue en mesurant le courant durant la décharge du diélectrique. Donc, la décharge le courant de décharge diélectrique a lieu entre 0 et 20 secondes. Hein. 0, on va dire 0 et 30 secondes. Après, il disparaît. Voilà. Et on mesure ce test-là, ce courant-là. Voilà. Voilà. Donc, comme l'ensemble des trois composants du courant, charge capacitive, courant de polarisation, ou courant dipolaire, ou courant diélectrique, c'est la même chose. Hein. Dire courant de polarisation, courant diélectrique, courant dipolaire, c'est la même chose. En fait, c'est une réorientation des dipôles. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on dit courant de polarisation, mais certains l'appellent courant diélectrique. Bon. Donc, c'est la même chose. Donc, l'ensemble des trois composants du courant, courant de charge capacitive, courant de polarisation ou courant diélectrique, ou courant dipolaire, et courant de fuite. Donc on a trois courants. Sont présents durant un test standard d'isolement. La détermination du courant de polarisation ou d'absorption est potentiellement affectée par la présence du courant de fuite. Voilà. Voilà. Et ici, ils disent plutôt que plutôt que de tenter de mesurer le courant de polarisation durant le test d'isolement, le test de décharge diélectrique mesure le courant de dépolarisation et le courant de décharge capacitif à l'issue du test d'isolement. Voilà, ici, ils disent, à la place de mesurer le courant de polarisation, ils mesurent un courant inverse, hein, l'inversion d'un courant. Donc, un courant de dépolarisation, et ils mesurent aussi le courant de décharge capacitif à l'issue du test d'isolement. Donc, ils mesurent ces deux courants-là. Et le principe de mesure est le suivant. Le dispositif à tester est tout d'abord chargé pendant une durée suffisante pour atteindre un état stable. Hein, on fait une charge, c'est ce qu'ils appellent une charge. La charge capacitive et la polarisation sont atteintes et le seul courant circulant est le courant de fuite. Voilà. Donc, une fois qu'il est chargé en courant capacitif et en courant de polarisation, ben, ces deux courants sont chargés et on peut voir apparaître le courant de fuite. Voilà. Le dispositif est alors déchargé au travers d'une résistance interne, hein, du mégomètre, et le courant circulant est mesuré. Donc à ce moment après, il faut une décharge. Donc ils cherchent tout d'abord le courant de charge et de polarisation. Hein, quand ils sont chargés tous les deux, ben, ils n'évoluent plus. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui va évoluer? C'est le courant de fuite. Et puis après, au travers du mégomètre, c'est-à-dire de l'appareil, au travers d'une résistance interne, il faut une décharge. Décharge. Et voilà. Et là, ils mesurent le courant mesuré. Et ce courant est constitué des courants de décharge capacitive, de réabsorption. Pas d'absorption, parce que le courant d'absorption, il était chargé. Et en décharge, le courant s'inverse, c'est un courant de réabsorption. Donc, et ça, le courant de réabsorption donne la décharge diélectrique totale. Enfin, les deux courants donnent la décharge diélectrique. Les deux qui ont été chargés, si on les décharge via une résistance, ces deux courants-là donnent le courant de décharge totale. Voilà. Ce courant est mesuré après un temps standard de 1 minute. Voilà, au bout d'une minute. Hein. Vous voyez que le temps ici intervient, est fort important. Hein. Au bout d'une minute, le courant dépend de la capacité globale et de la tension finale de test. Et la valeur DD est calculée selon la formule. Alors, on mesure le courant à 1 minute, courant déchargé au travers d'une résistance, donc du mégomètre. Courant à 1 minute, on fait diviser par la tension de test qu'on a appliquée, bien sûr, cette tension est multipliée par la capacité. Donc, en faisant le courant à 1 minute divisé par la tension fois la capacité, hein, à ce moment, on a le DD.
comment est-ce qu'on appelle ça, le- le test du DD. Voilà. Alors, le test de DD peut identifier des excès de courant, de décharge, euh, des excès de courant de décharge qui arrivent lorsqu'une couche d'un isolant multicouche est endommagée ou contaminée. Défaut qui peut passer inaperçu dans les tests ponctuels ou les tests de type PI et DAR. Voilà, donc en fait, c'est qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que le test, donc DD, quand on a fait cette mesure-là, et le calcul a été fait pour trouver le DD, à ce moment, grâce à ce DD, on peut identifier s'il y a eu trop de courant de décharge. Euh, Trop de courant de décharge qui arrive lorsqu'une couche, une des couches d'un isolant, euh, en plusieurs couches, hein, les isolants sont en plusieurs couches, si une des couches est endommagée ou contaminée, hein, je veux dire, eh ben, peut-être aperçue par le test DD. Voilà. Donc, c'est une couche endommagée. Il peut apercevoir une couche endommagée. Chose que le pays et le DAR ne peuvent percevoir. Les tests pays et DAR ne peuvent percevoir les couches endommagées ou contaminées. Bon, les tests ponctuels ou les tests de type PI et DAR, enfin, le courant de décharge sera supérieur pour une tension d'essai et une capacité donnée si l'une des couches d'isolement est défaillante. Donc ça veut dire que si une des couches de la multicouche de l'isolant est défaillante, à ce moment on aura une tension d'essai, hein, T tension d'essai, tension de test, qui sera plus grande que celle appliquée que si l'isolant était bon. Donc la constante de temps de cette couche individuelle ne sera plus en relation avec celle des autres couches. Bon, la constante de temps, euh, normalement une constante de temps c'est une résistance fois une capacité. Hein. Constante de temps c'est une résistance fois une capacité, taux égale RC. Mais ici, là, bon, ils ne définissent pas une résistance, je ne sais pas pourquoi, mais tout simplement une valeur de capacité. Donc, la constante de temps de cette couche individuelle ne sera plus en relation avec celle des autres couches, créant une augmentation de la valeur haute du courant. Ouais, DD, ça veut dire décharge diélectrique, je l'ai dit. Hein. Euh, Par contre, ici, on ne voit pas pourquoi ils ne prennent pas de résistance en compte. Parce que la constante de temps, normalement, c'est la résistance fois le condensateur. Ici, ils ne tiennent compte que du valeur de l'effet capacitif sans tenir compte de la valeur résistive. Bizarre, bizarre. Enfin bref. Bref. Bon, revenons à nos moutons. La constante de temps de cette couche individuelle ne sera plus en relation avec celle des autres couches. Bon, les couches isolantes de chaque constituant les multicouches, si une qui est endommagée n'aura plus la même constante de temps par rapport aux autres couches qui sont, qui sont intactes. Donc c'est une question de constante de temps de décharge en fait. Voilà. Et alors bon, comme la constante de temps n'est pas la même, on aura une création d'une augmentation de la valeur haute du courant par rapport à un isolement correct. Donc le courant sera plus important en fait. Voilà. Alors un isolement homogène présentera une valeur DD égale à 0. Un isolement multicouche correct présentera une valeur DD allant jusqu'à 2. Et en fait, quand on regarde le tableau ici, on voit les sanctions, je veux dire, en fonction de la valeur de DD obtenue. Mais s'il est supérieur à 7 le DD, la sanction c'est que c'est mauvais. Si on est 4 à 7, c'est médiocre. 2 à 4, c'est à surveiller. Et si la valeur du DD, hein, DD, je rappelle, hein, c'est le courant à 1 minute divisé par la tension, enfin la capacité. Voilà. Bien sûr, la capacité va dépendre bon, de l'isolement. Hein. Capacité et tension vont dépendre de l'isolement, s'il est correct ou il est bon. Et donc, c'est ça qui va
qui va faire en sorte que le DD sera élevé ou pas. Donc une mauvaise constante de temps implique un courant élevé, mais une application de tension élevée aussi. Et donc tout ça va se jouer au travers d'une formule qu'on appelle le DD, et les sanctions vont, si on est inférieur à 2, c'est OK. C'est OK. Alors, ils disent ici que cette formule est dépendante de la température. C'est une formule qui est dépendante de la température. Donc, faut en tenir compte. Faut en tenir compte de ce paramètre. Il conviendra donc d'essayer d'effectuer le test à une température standard, ou tout du moins de noter celle-ci avec le résultat. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? On indique le DD on indique le DT, on le met dans un programme parce qu'il existe un programme tout spécifique pour ça. Et on note, je veux dire, je veux dire, la température à laquelle le test a été effectué. Et la température a été relevée bien sûr par un, comment ça s'appelle ça, un capteur de température. Bon, mesure de four isolement, intérêt du circuit de Gart. Bon, dans le cas de mesures d'isolement élevées, supérieures à 1 gigaohm ou 1 gigohm, les mesures peuvent être faussées par la circulation de courant de fuite qui chemine à la surface des isolants au travers de l'humidité et des contaminants superficiels dont la résistance n'est plus très grande et donc négligeable devant la résistance de l'isolant que l'on souhaite caractériser. Bon, ici, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que quand on a de très très grandes résistances d'isolement élevées, à ce moment-là, il faut décortiquer ceux qui vont venir fausser la mesure. C'est ce qu'on appelle les courants de circuit, la circulation, la circulation de courants de fuite qui chemine, c'est-à-dire qui passe à travers, sur les surfaces des isolants, au travers, s'il y a de l'humidité, il traverse via l'humidité, je veux dire, la surface de l'isolant, via l'humidité, ou via les poussières. Il traverse, voilà. Voilà. Donc, il faudra distinguer cette partie-là, ces courants superficiels de fuite, qui cheminent par les isolants, par l'humidité et qui circulent au travers de la surface de l'isolant, au travers de l'humidité et des contaminants de surface, poussière, etc., moisissures, etc., dont la résistance n'est plus très grande et donc négligeable devant la résistance de l'isolant que l'on souhaite à caractériser. Donc il faut scinder la résistance qui traverse à travers le courant de feu qui traverse la surface à travers l'humidité et les moisissures et les salissures, etc., de l'autre courant de fuite qui est le gros du courant à mesurer. Et on sait scinder les deux. On sait scinder les deux. Voilà. De façon à éliminer ce courant de fuite superficielle qui dégrade la valeur mesurée de l'isolement, certains mégomètres disposent d'une troisième borne de raccordement nommée GART. Ben voilà. Donc en fait, on aura 3 fils. Hein. On aura 3 fils. Et bon, on aura donc un conducteur qui va mesurer directement le courant de fuite total, et 2 conducteurs qui seront liés, je veux dire, à une GART. Un troisième point qu'on appelle la GART. Donc il y aura 3 points de mesure. Dans l'appareil, il y aura 3 points de mesure. Il y aura un point de GART qu'on appelle G, point de GART, et deux connecteurs. Donc pour mesurer le courant de fuite, on va se ramener à deux directement, 2 bornes de l'appareil. Et si on veut éliminer donc tous ces courants de fuite qu'on ne veut pas mesurer, on relie à la GART. Donc on aura 3 bornes connectées, on va dire. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Ah ben voilà, le schéma il est là justement. Tant mieux. Bon, donc ici, qu'est-ce qu'ils disent? Donc, de façon à éliminer ce courant de fuite superficiel qui dégrade la valeur mesurée d'isolement,
Certains mégomètres disposent d'une troisième borne de raccordement non garde. Cette borne de garde vient shunter le circuit de mesure et réinjecte le courant de surface sur l'un des points de test sans passer par la mesure. Ben voyons voir le schéma, je l'ai justement. Voilà. Voilà. Donc ici, attention qu'ici, il y a une liaison à la Terre et on mesure via Rx, qu'on mesure via la résistance Rx, le courant d'isolement total. Le courant d'isolement à mesurer. I. Voilà. Attention comme on est lié à la Terre, on est lié à la Terre, il faut déjà que la Terre soit bonne. Il faut faire une mesure de Terre avant. Il faut qu'on ait une bonne Terre déjà. Parce que c'est la Terre est déjà mauvaise en soi. C'est-à-dire, je dirais mesure d'isolement, je ne sais pas si ça vaut la peine de les faire. Il faut déjà avoir une bonne Terre. Voilà. Bon, on a une liaison à la Terre et on a une liaison ligne. Et là, on a le courant d'isolement. Par contre, ici, on n'a pas relié le chien de garde, donc le courant repasse ici. Donc, le courant qu'on va mesurer, c'est tous les courants ici. C'est les courants de fuite superficielle plus le courant d'isolement à mesurer. Là, parce que ici, en fait, c'est shunté ici, le courant passe dans RY, dans AY et RZ, et il revient par... Donc ici, on a deux courants qui sortent, mais ici, on a deux courants qui rentrent. Parce que le B n'est pas relié à la borne de garde, parce que ça, c'est sans connexion de garde. Par contre, qu'est-ce qui se passe ici? C'est le même schéma, simplement, on a relié à la borne de garde, donc le courant ici, il ne revient plus ici. Il ne revient plus par la liaison de ligne. Donc le courant de garde, le courant repart vers la borne de garde. Et donc, on sépare le courant d'isolement du courant superficiel, en fait. Alors, le circuit ci-dessus, sans circuit de garde, va mesurer à la fois le courant de fuite et le courant de surface. Ça, je l'ai dit, donc il est indésirable, I1, donnant ainsi une fausse mesure de la résistance d'isolement. Ouais. Bon, ça c'est le premier schéma qui est au-dessus. Hein. C'est le premier schéma qui est au-dessus. Ça c'est le premier schéma sans borne de garde. Il mesure les deux courants. Par contre, si je mets une borne de garde, à ce moment-là, je ne mesure plus que... C'est ce qu'ils veulent dire, en fait. C'est ce que j'ai expliqué. Quant au second circuit, il va mesurer uniquement le courant de fuite I, ce courant-là. La connexion au circuit de garde permet d'évacuer le courant de surface I1, donnant ainsi la valeur correcte de la résistance d'isolement. Voilà. Là, on a une résistance correcte de résistance d'isolement. Ça, c'est dans le cas de grande résistance d'isolement, hein, supérieure au gigaohm. Voilà. Bon. Alors, pour les câbles. Euh, pour les câbles, donc, comment le conducteur qui va vers la ligne, c'est celui du milieu. Hein, ici, on va vers la ligne. Hein. Quand on met vers la ligne, c'est ceci. Voilà. Isolement vers la borne de garde. Celui-ci, c'est celui qui va au point B, donc la borne de garde. Ça, c'est le blindage vers la Terre, donc c'est liaison vers la Terre. Voilà. Et la surface exposée, c'est la dernière. Voilà. Alors, ici, ils disent que la borne de garde doit être connectée sur une surface susceptible d'être le siège de circulation de courant, c'est-à-dire le conducteur, hein, comme je l'ai dit, le conducteur vers la ligne. Hein, conducteur, on met, on câble ceci sur le conducteur de ligne. Hein, le conducteur, c'est pas du plastique, hein, c'est du métal. Voilà. Ensuite, mettre le siège de circulation de courant de surface. La borne doit être connectée sur une surface susceptible d'être le siège de circulation de courant de surface, non caractéristique des isolants tels que la surface isolante d'un câble
d'un transformateur, la borne de connaissance de circulation possible du courant, test au travers d'éléments testés est nécessaire, ou bien choisir l'emplacement. Voilà, enfin, voilà, bon, si c'est pour un câble, comment faut mettre l'appareil pour, je veux dire, mesurer, je veux dire, un câble, en fait. Mais en fait, on mesure pas forcément que des câbles, hein. On peut mesurer aussi les transformateurs, voilà, avec une bande de garde, avec une borne de garde. Alors, détermination des tensions d'essai. Alors, on a un tableau qui indique la détermination des tensions d'essai en fonction de la tension de service. Tension de service, c'est la tension, je veux dire, bon, d'emploi, hein, du câble. Bon, par exemple, ici, tension de service, il est de 24 à 50 volts. Mais la tension continue d'essai qu'il faudra mettre pour mesurer le câble, c'est le double. C'est-à-dire 50 à 100 volts. Continue, hein. Maintenant, c'est la tension de service du câble d'équipement ou de l'équipement est de 50 à 100 volts. Ben, il faut mettre une tension d'essai de 100 à 250 volts. Continue. Maintenant, si la tension de service est de 100 à 240 volts, il faut mettre une tension d'essai de 250 à 500 volts. Si la tension de service est de 440 à 550 volts, il faut une tension euh, d'essai de 500 à 1000 volts. Si on a une tension de service du câble à 2400 volts, il faut faire mettre une tension continue d'essai de 1000 à 2500 volts. Si on a une tension de service du câble qui est à 4100 volts, à ce moment, il faut mettre une tension de continu d'essai de 1000 à 5000 volts continu. Si on a une tension de service de 5000 à 12000 volts, là, il faut mettre une tension d'essai de 2500 à 5000 volts continu. Et si on a une tension de service du câble à plus de 12 000 volts, la tension d'essai ne va varier qu'entre 5000 et 10 000 volts continu. Alors, cette tension d'essai, en fonction de la tension de service des installations, des équipements ici, est issue bien sûr du guide IEEE 43, donc la normalisation que j'ai dit tout à l'heure. Par ailleurs, une grande variété de normes locales et internationales. Oui, chaque fois qu'il y a des normes bon, standardisées, il y en a qui ne sont pas d'accord, ils font leurs propres normes. Il y a les normes locales, régionales, internationales. Bon, il y a une multitude hein, comment est-ce qu'on appelle ça, de centres de normalisation, surtout pour les pays, je veux dire, qui sont fortement développés. Là, euh, ils ont pas mal voilà, d'instituts de normalisation, au niveau par pays, par région, par secteur d'activité aussi. Bon, voilà. Donc ici, les normes locales et internationales, c'est IEC. Donc là, il faut la voir la IEC 60204, IEC 60439 et IEC 60598. Voilà. Et alors, bon, par exemple, en France, c'est les normes françaises, hein, NF. Et il faut voir les C15-100, prescrits pour les installations électriques, les valeurs de la tension d'essai ainsi que la résistance d'isolement minimale 500 volts DC et 0,5 mégohm pour une tension nominale de 50 à 500 volts ampères, enfin 500 volts alternatifs. Donc là, ils définissent en plus d'une tension d'essai une résistance de 0,5 mégohm. Et ça, c'est pour une tension nominale de 50 à 500 volts alternatifs. Voilà. En plus de ça, ils définissent une résistance à mettre lors de l'essai. Puisque 500 volts ici, c'est la tension d'essai. 0,5 mégohm, c'est ce qu'il faut mettre comme résistance apparemment. Et pour une tension nominale à mesurer de entre 50 et 500 volts. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Alors, il est toutefois fortement recommandé de contacter, vous l'aurez compris, le fabricant de câbles, parce que c'est lui qui est maître de la fabrication du câble, donc c'est lui qui sait tout sur le câble, celui qui fait ses essais de câble, donc lui, il sait tout, donc celui qui veut prendre des mesures d'essai du câble, bon, il doit se référer, je veux dire, à celui qui a fabriqué le câble, qui connaît toutes les caractéristiques des câbles, parce que c'est lui qui le fabrique, c'est lui qui l'a étudié, c'est lui qui connaît toutes les caractéristiques de ce qu'il fabrique, voilà, des câbles. Donc, il faut aller voir le marchand de câbles qui vient fabriquer tel type de câble et il va vous donner donc les tensions d'essai appliquées. Donc, j'ai toujours dit, bon,
Ah, c'est bien les normes triple O internationales, n'importe quoi, mais c'est le fabricant qui est maître logiquement dans l'application de la tension, parce que c'est lui qui connaît mieux que quiconque, je vous dirais, les caractéristiques des câbles en fait. Bon, sécurité des essais. Le test doit être effectué avant le test, hein. Le test doit être effectué sur une installation hors tension, ça c'est évident, hein. Ah, faire des mesures de mégomètre ou voilà, c'est hors tension. Il faut enlever la tension, elle ne doit pas exister ni sur un moteur ni sur quoi que ce soit. Donc, elle doit se faire, je veux dire, au niveau d'installation électrique coupée. Coupée. Il ne doit pas avoir de courant qui circule dans l'installation. Et je le dis clairement parce que je veux dire, et quand il y en a une ligne avec deux systèmes de sectionnement, il faut les couper des deux côtés. Des deux côtés. Voilà. Voilà. Quand on a une ligne triphasée avec neutre, on les coupe des deux côtés. Alors, par exemple, on fait voilà, on coupe. S'il y a deux dispositifs où on est capable de couper des deux côtés, il faut le faire. Parce que les tests de mesure de comment est-ce qu'on appelle ça, de résistance d'isolement sont faits, je veux dire, avec des installations hors tension. Bien sûr, il faut prendre comment ce qu'on appelle ça, les dispositions nécessaires de sécurité et d'hygiène, c'est-à-dire dans le sens où il faut mettre, je veux dire, une plaque qui indique bon, qu'il y a une dangerosité, qu'il y a un travail qui s'effectue sur un dispositif, enfin, qui s'effectue au niveau de l'installation, et donc il faut mentionner par un triangle de danger indiquant que ne pas ouvrir le système électrique. Il ne faut pas remettre le système électrique, ne pas remettre en marche le système électrique, donc il faut mettre un triangle de danger indiquant correctement qu'il y a des travaux sur le site. Et donc voilà, il y a des normes, je veux dire, de sécurité à appliquer pour montrer qu'on est en train de travailler sur la ligne. Voilà, ça c'est le grand A. Grand B, s'assurer que le circuit est déchargé. La décharge peut être effectuée en court-circuitant et en reliant à la terre les bornes de l'équipement pendant un temps suffisamment, voire temps de décharge. Bon, en fait, bon, comme on a affaire à des lignes électriques, bon, fatalement, il y a des charges électriques qui viennent se déposer. Une ligne, c'est quoi? Ben, c'est aussi bien, si on regarde les schémas équivalents d'une ligne, c'est aussi bien c'est un montage mixte d'une self avec un condensateur avec une résistance. Donc, je veux dire, la capacité doit être déchargée. Bon, combien de temps qu'il faut décharger la ligne? Ben, un certain temps pour être sûr qu'il n'y ait plus un courant qui va, je veux dire, circuler, je veux dire, sur la ligne. Il faut être conscient que bon, la mesure doit se faire, je veux dire, sur un circuit complètement déchargé pour éviter de venir fausser toute mesure, notamment quand on mesure des décharges comme ça d'isolant, comme on l'a vu, des courants de décharge, hein. Bien, il faut que ce facteur-là d'une ligne chargée ne vienne pas influencer le courant de décharge du câble. Voilà. Donc, il ne vient pas influencer la mesure. Bon, une protection particulière est à observer lorsque le dispositif à tester se trouve localisé dans un environnement inflammable ou explosif fatalement. Si je veux dire, il y a des étincelles qui peuvent se créer lors de la décharge de l'isolant, hein. Quand on va faire le test de décharge de l'isolant, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut y avoir, je veux dire, une petite étincelle, et si on est dans un environnement explosif, fatalement, bon, l'étincelle n'est pas bon avec les gaz explosifs. Donc voilà. Euh, voilà, donc c'est une règle de sécurité, je veux dire, à tenir en compte aussi. Le grand D. Du fait de la présence des tensions continues pouvant être élevées, il est recommandé de réduire au maximum l'accès au personnel et de porter des équipements de protection individuelle, notamment des gants de protection électrique. Ça, je l'ai dit. D'ailleurs, si je remonte tout au-dessus, on va remonter. Qu'est-ce qu'on voit ici? L'image ici. Est-ce qu'il a des protections? Bah oui, il a un casque. Les lunettes, je les ai pas vues, hein. J'ai pas vu de lunettes parce que bon, je pensais qu'il avait des lunettes, parce que je voyais d'ici des lunettes, mais il n'en a pas. Les lunettes, c'est pour les étincelles, au cas où il y aurait une grosse flamme. Enfin, les lunettes, c'est toujours bon pour les yeux, protéger les yeux. Bon, les oreilles, il n'a pas pris de dispositif de protection, mais peut-être que les appareils sont à l'arrêt.
Enfin, là où il fait les tests, tout est à l'arrêt, donc il n'est pas dans un environnement bruyant, donc il n'a pas mis de bouchon ni de casque. Hein. Il fait sa mesure sur des appareils qui ne sont pas alimentés. Fatalement, il a coupé le système d'alimentation, je veux dire, euh, pour mesurer comment est-ce qu'on appelle ça, le- il a coupé le système d'alimentation pour, euh, euh, pour pouvoir mesurer à l'aide de cet appareil-ci. On voit bien qu'il a mis des gants, il a bien mis ses dispositifs de protection, sa salopette, son bleu de travail. Et vous voyez bien qu'il a mis ses manches. Les manches, les a introduits dans les gants. Pourquoi? Ça, c'est quand il y a une machine tournante. Là, les machines ne tournent pas. Quand il y a une machine tournante, je veux dire, c'est pour éviter que le manche soit pris et avale la personne. Parce qu'il y a il y a déjà eu des massacres comme ça dans des machines. La personne a été prise, je veux dire, je veux dire, par ses vêtements et puis il est aspiré ouais, par la machine et en fait, il se retrouve, je veux dire, en compotant. Enfin bref. Ici, ce que je voulais dire ici, c'est qu'on a comment est-ce qu'on appelle ça, un dispositif donc euh, de lecture, hein, parce qu'il a un affichage, je veux dire. Donc il est dans un environnement sécurisé, pas de tension. Il est sûr à certains ne pas avoir de tension pour prendre les tests d'isolement du moteur ici. Il a son mégomètre, ça c'est un mégomètre, c'est pour mesurer donc la résistance d'isolement. Et on voit qu'il est habillé de manière à assurer sa sécurité. Voilà. Bon, maintenant, ici, qu'est-ce qu'on voit dans cet appareil? C'est un appareil portatif déjà de 1. Il faut que le câble qui va relier cet appareil soit en très bon état, d'office. Parce que si les câbles sont mauvais, bon, la mesure va être faussée. Si déjà il mesure une résistance d'isolement et que ces câbles sont déjà mauvais, c'est pas la peine de prendre des mesures. Hein. Voilà. Alors, il a un écran d'affichage et des boutons, je veux dire, de manipulation pour, je veux dire, euh, avoir un traitement bien défini. C'est quoi ce traitement? C'est la mesure de la résistance d'isolement. Et on voit qu'ici, il y a un cadran et il permet de choisir donc la tension d'essai avec la résistance d'isolement à mesurer. Ouais, parce qu'il doit connaître en gros plus ou moins la résistance d'isolement pour laquelle la gamme de résistance d'isolement pour laquelle il va mesurer. Il doit connaître plus ou moins savoir dans quelle gamme elle doit être en bon état quand elle est en bon état. Alors, donc ça, on a un commutateur qui switch, qui met les différentes tensions d'essai, et on a des ports COM, hein, on les voit ici. Ici, on a un port série, port COM, hein, non, un port RS232, c'est un port RS232, et on peut venir connecter, je veux dire, de l'informatique. Hein, voilà. On peut se connecter à un PC, euh, tout- tout- voilà. Alors ici, on a les boutons qui permettent d'avoir comment est-ce qu'on appelle ça, la méthode de calcul en pays, DAR, DD, DAR, etc. Voilà, donc, enfin, bref, il y a pas mal de boutons, je veux dire, pour lesquels on peut manipuler, on peut avoir des options, et puis on peut repasser sur PC et remettre tout les statistiques dans, comment est-ce qu'on appelle ça, dans un programme spécifique adapté au mégomètre. Notez bien qu'il a un deuxième appareil ici, hein, un deuxième appareil de mesure. Bon, alors, alors, donc on avait dit on était dans la sécurité. Euh, N'utiliser que les câbles de raccordement adaptés au test à réaliser, s'assurer de leur état parfait. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Bon, ça, c'est normal, on ne va pas faire des tests avec des câbles qui sont déjà mauvais. Et il faut utiliser les câbles là, pas des autres câbles, parce qu'ils sont prévus pour la prise de mesure. Après le test, qu'est-ce qu'il faut? Après, à l'issue du test, l'installation a accumulé une quantité d'énergie qu'il est important de décharger avant toute autre intervention. Une règle simple de sécurité consiste à laisser l'équipement se décharger pendant une durée 5 fois égale au temps de charge, temps du dernier essai. Donc, euh, quand on a chargé, on connaît son temps de charge, hein, on fait x5 et on laisse décharger euh, par une constante de temps égale à 5 fois la constante de temps de charge.
Voilà. Cette décharge s'effectue en court-circuitant les pôles ou en les reliant à la Terre. Voilà, donc soit court-circuiter deux pôles ou alors mettre chaque pôle à la Terre pour chaque fois décharger, je veux dire, la ligne, si c'est une ligne. Alors, tous les mégomètres proposés ici par Chauvin-Arnoux disposent de circuits internes qui assurent cette décharge de façon automatique et en toute sécurité. Voilà, donc en fait, les appareils ont un dispositif, je veux dire, qui permet de décharger en toute sécurité. Voilà. Question fréquente. Ma mesure de X mégomètres est correcte. Est-ce correcte? Bon, est-ce qu'elle est correcte? Il n'y a pas de réponse unique à cette question. Seul le fabricant de l'équipement et les normes applicables donnent une réponse appropriée, comme on l'a vu tout à l'heure, en fonction des tableaux. Hein. Pour des installations basse tension, 1 mégohm peut être considéré comme une valeur minimale. Voilà. Alors, pour les installations ou équipements à des tensions de service supérieures à une règle empirique donne une valeur minimale à 1 mégohm par kilovolt. Donc pour chaque kilovolt, ce sera 1 mégohm. Donc vous voyez, on peut voir plus ou moins, je veux dire, qu'est-ce qu'on aura. Si j'ai 1000 volts, j'aurai 1 mégohm. Si j'ai 2000 volts, 2 mégohm, 3000 volts, 3 mégohm. Enfin, c'est une règle empirique comme ça, minimale. Le guide IEEE concernant les machines tournantes recommande quant à lui une résistance d'isolement minimale de N plus 1 mégohm. Donc, à la place de, ce sera N plus 1. N plus 1, c'est-à-dire, voilà, recommande N plus 1 mégohm. N étant le nombre de kilovolts. Par exemple, pour 1000 kilovolts, ben, le 1000, 1000, ce sera 1 plus 1, ce qui fait 2 mégohms. Donc, le IEEE, il ne fait que faire plus 1 pour être. Enfin, il augmente de 1, je veux dire, l'unité par kilovolt. Hein, je veux dire, il y en a qui disent, bon, 1 mégohm par kilovolt, il y en a qui disent, c'est N plus 1 par N kilovolts. Bon, bon dire, pour l'un, c'est bon, pour l'autre, c'est pas bon. Il recommande un peu plus. Voilà. Quel cordon de mesure doit-on utiliser pour accorder le mégomètre à l'installation à tester? Eh bien, les cordons à utiliser sur les mégomètres doivent avoir les caractéristiques adaptées à la particularité des mesures effectuées, que ce soit du point de vue des tensions mises en œuvre que du point de vue de la qualité des isolants. L'utilisation des cordons inadaptés peut induire des erreurs de mesure, voire s'avérer dangereux. Ça, bon, on le sait bien. J'ai dit que bon, il faut des cordons adaptés, c'est ça que ça veut dire. Adaptés à quoi? Ben à la tension. Ils sont faits pour mesurer des tensions, je veux dire, d'application d'un certain nombre de voltages. Donc, ils sont faits pour. Et il faut que la qualité soit bonne aussi de ces cordons. Parce que si la qualité n'est pas bonne, il faut les rechanger. Il ne faut pas hésiter à changer des cordons si on voit qu'ils sont déjà, je veux dire, un petit peu, je veux dire, tordus, avec fissurés, etc., etc. Quelles sont les précautions sur des mesures de fort isolement? Outre les règles de sécurité indiquées précédemment lors des mesures de fort isolement, il convient de prendre des précautions particulières telles que l'utilisation de la bande de garde. Ouais, hein, ça on le sait bien, quand il y a de gros isolements, il faut utiliser la bande de garde. Cordons propres et secs. Cordons éloignés les unes des autres et sans contact avec un objet ou le sol, de façon à limiter la possibilité de courant de fuite au sein même de la chaîne de mesure. Donc, cordons éloignés les uns des autres. Voilà. Et sans contact avec un objet, il ne peut pas être en contact avec quoi que ce soit, ou pas, ni même en contact avec le sol. Voilà. Et ça, tout ça pour éviter encore l'apparition de courants de fuite. Ne pas toucher ni déplacer les cordons durant les mesures afin de ne pas créer un effet capacitif parasite, donc pas toucher les cordons. Hein. Voilà. Alors, attendre le temps nécessaire à une stabilisation dans le cadre de mesures ponctuelles. Voilà, ça ce sont les précautions sur des mesures de fort isolement. Bon, quand on mesure les forts isolements, il faut tenir compte de ces pratiques-là. Deux mesures consécutives ne donnent pas le même résultat. En effet, l'application d'une haute tension électrique polarise les matériaux isolants sous l'effet du champ électrique. Il faut comprendre qu'à l'issue de ce test, les matériaux isolants vont nécessiter un temps pouvant être considérable pour retrouver l'état initial.
qui était l'état, qui était le leur avant ce test. Ce temps étant, dans un certain cas, très supérieur à celui du temps de décharge indiqué précédemment. Donc voilà, il faut... C'est normal qu'ils ne donnent pas les valeurs, parce qu'en fait, il y a eu des charges qui sont apparues. Donc, fatalement, si on fait une prise consécutive de mesures, qu'est-ce qui se passe? Ben, les charges, comme elles n'ont pas été suffisamment déchargées, on tient compte des charges précédentes. Donc, c'est tout à fait normal que deux mesures consécutives ne donnent pas le même résultat. Il m'est impossible de couper l'installation électrique. Comment puis-je vérifier l'isolement? Dans le cas où il ne serait pas possible de l'interrompre l'alimentation, oula. Dans le cas où il ne serait pas possible d'interrompre l'alimentation électrique de l'installation ou de l'équipement à tester, il n'est bien sûr plus envisageable d'utiliser un mégomètre. Dans ce cas, il est possible d'effectuer un test sous tension à l'aide d'une pince de mesure de courant de fuite. Cette méthode est toujours beaucoup moins précise. Voilà, donc si on n'arrive pas à couper l'alimentation, ben, on utilise une paire ampère-métrique qui va mesurer le courant de fuite, mais ce courant n'est pas aussi précis que le courant qu'on va mesurer avec alimentation coupée et qui va nous donner la résistance d'isolement avec précision. Bon, la sélection d'un mégomètre. Comment sélectionne-t-on un mégomètre? On sélectionne un mégomètre par les questions suivantes. Quelle est la tension maximale de test nécessaire? Bon, on a vu qu'on a vu plusieurs tableaux. Un tableau qui indiquait, je veux dire, en fonction de la tension nominale, la tension de service de l'installation, ben, on appliquait une tension, je veux dire, continue, je veux dire, d'essai en rapport avec la tension, je veux dire, d'emploi. Donc, la première chose à faire, c'est quelle est la tension maximale de test nécessaire. Ça, c'est de 1. Alors, ensuite, il faut se poser la question, quelle est la méthode de mesure qui sont appliquées? Est-ce que c'est la ponctuelle, la DAR, la DD, ou est-ce que c'est l'échelon de tension? Bon, ça c'est la deuxième question qu'il faut se poser. La troisième question, quelle est la valeur maximale de résistance d'isolement à lire? Hein? Bon, on doit avoir une idée. On avait dit qu'on avait un mégohm par kilovolt ou, suivant la norme IEEE, on a N plus 1 mégohm pour N kilovolts. Bon, on voit plus ou moins la résistance d'isolement qu'on va mesurer en gros. Quel moyen d'alimentation du mégomètre, hein? Comment va-t-on par secteur, au moins une pile? Oui, si l'appareil tombe en panne, s'il marche avec des piles, il faut que dans la sacoche de la personne, il y ait des piles pour pouvoir remettre des piles, hein, voilà. Et alors, est-ce qu'on a la possibilité de mémoriser des mesures? Voilà. Alors, quelques exemples de tests d'isolement. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Oh là là. Chaque fois, il remonte. Voilà. Ici, je mesure par rapport à quoi? Bon, on voit bien que le système, ici, on mesure, ça c'est un transformateur. Un transformateur, on a un point neutre. Voilà. On a un point neutre et on a les trois lignes. Enfin, les trois phases, L1, L2, L3. Les trois phases L1, L2, L3 et le neutre. On sectionne le système on coupe le système pour qu'on ait plus de tension au niveau de. Ça, c'est le transfo. Hein. Ceci, c'est le transfo d'alimentation et ça, c'est la ligne. Et ça, c'est les trois phases qui ramènent donc la tension et le courant. Mais en fait, on coupe pour qu'on ait plus d'alimentation et on place donc entre le fil qui constituerait la terre qui est coupé par rapport à la terre, fatalement, et un fil de phase. Puis on recommence entre la terre et la deuxième phase, la terre et la troisième phase, et puis on regarde entre deux phases à chaque fois, entre 1, 2, entre 1, 3 et 2, 3. Voilà. Donc il faut faire plusieurs fois voilà, c'est comme ça qu'on fait les tests, je veux dire, mesure d'isolement sur une installation électrique composée de, je veux dire, d'une ligne triphasée avec neutre. Bon, si mesure d'isolement sur machine tournante, ben, les machines tournantes sont constituées généralement en triphasé, hein, quand on dit machine tournante, c'est triphasé, dans 3 enroulements.
3 enroulements. Et là, comment mesure-t-on, je veux dire, la résistance d'isolement des enroulements? En fait, bon, on regarde un fil par rapport à, à la carcasse, par rapport à la masse. Hein, on regarde un fil par rapport à la masse. Puis, on regarde entre deux bobines. Voilà. Attention qu'ici, regardez bien que on relie tout. On relie tout, on relie bon, on court-circuite, je veux dire, toutes les bobines entre elles pour qu'on ait un schéma triangle comme ceci. Et puis on met l'appareil et on met la deuxième borne le plus à la masse et le moins sur les trois reliés ensemble, les trois bobines reliées ensemble. Par contre, par après, on fait un deuxième test. On regarde entre la bobine 1 et la bobine 2, puis entre la bobine 2 et la bobine 3, puis entre la bobine 3 et la bobine 1. Voilà. Donc il faut faire deux types de tests. Bon, maintenant, comment mesurer l'isolement sur un appareil, un moteur monophasé? Ici, il est triphasé, hein, attendez. Non, ça c'est du triphasé, c'est un moteur triphasé. Mais on regarde, on coupe l'alimentation. Je regarde par rapport à une phase et la masse. Une deuxième phase, la masse. Troisième phase et la masse. Et puis entre phases. Entre phases. En fait, ceci et ceci, c'est la même chose, hein. Ça, c'est un moteur. Ça, ça peut constituer un moteur ou une génératrice. Parce que c'est de trois enroulements, trois enroulements. Et les moteurs, ici, c'est un moteur triphasé constitué de trois enroulements. Donc, les mesures de là et de là sont les mêmes. Par contre, ici, il a pris un moteur monophasé, qui est soit un appareil portatif, je veux dire, de travaux, je veux dire, domestiques ou professionnels, je veux dire, manuels. Là, on a peut-être à faire une foreuse, une cloueuse, une dévisseuse, enfin, peu importe, alimenté non pas à pile, mais alimenté, je veux dire, sous secteur, je veux dire, monophasé. Donc c'est un moteur monophasé là-dedans. Moteur généralement universel. Moteur universel monophasé. Bon, là, comment on fait-on? Ben, on mesure, on raccorde comme ici. Hein, ici, on a tout raccordé. On raccorde les deux fiches ensemble. Et je regarde par rapport aux fiches qui constitueraient le fiche de terre, enfin, la fiche de terre. Voilà. Bon, maintenant, je vais faire un zoom. Et là, je vois l'appareil de mesure. Et là, on peut voir beaucoup de choses. Hein. Ouais, voilà, donc ici, donc le port RS232, il est là. Ça, c'est un port RS232, hein, pour série RS232. Bon, là, c'est la commutation. Là, ici, celui-ci, si on met le commutateur ici, on est en off. Et là, sinon, on a les différents types de tension à mesurer. Enfin, à appliquer pour la mesure de la résistance d'isolement. La borne de garde c'est celle-ci. Voilà. On voit la borne de garde notée G. La borne plus, la borne moins. Des bornes de sélection pour aller dans le... Ça, c'est la fiche d'alimentation. Hein, fiche d'alimentation ici. Ça, c'est pour le bouton d'allumage et d'extinction. Et on retrouve, je veux dire, bon, des prints pour comment on appelle ça, imprimer. Voilà. Ça, c'est pour avoir une échelle, la tension en fonction du temps, pour avoir une échelle. Hein. Et alors là, c'est pour le calcul. Le calcul se fait ici, des méthodes. Donc les différentes méthodes par échelon, le DAR, le PI, le DD, voilà. Elle se fait par appui sur le bouton ici, celui-ci. Voilà. Donc ici, si je veux mesurer, on veut mesurer quoi? Une machine tournante. Non, c'est un transformateur ici.
c'est un transformateur. Voilà, composé donc de 3 enroulements. Voilà, il y a 3 enroulements. Bon, mais comment est-ce qu'on fait? Bon, on relie l'enroulement haute tension. La haute tension, je mets au moins. Et le plus, je relie ce qui est basse tension, mais je court-circuite la haute tension ensemble. Hein. Voilà. Faut court-circuiter la haute tension et les basses tensions, je veux dire, je les court-circuite aussi. Alors, donc je court-circuite là, je mets en moins, et je court-circuite les autres, je mets en plus, tout en ayant pris soin de raccorder, je veux dire, à la masse des enroulements ici. Alors, ici, enroulement basse tension. Ici, c'est enroulement haute tension vers enroulement basse tension éther. Donc, la basse tension est bien ici. Basse tension éther. L'enroulement haute tension est ici. Donc, je court-circuite la haute tension que je remets au moins. Et je court-circuite la basse tension que je remets au plus. Mais là, je mets à la terre la basse tension. Ici, c'est tout le contraire. Hein. Bon, je court-circuite la haute tension que je mets toujours au plus. Mais cette fois-ci, la haute tension, je la raccorde à la terre. Et je raccorde les basses tensions entre elles pour le ramener au moins. Donc ici, c'est la terre est avec la basse tension, ici la terre est reliée avec la haute tension. Alors, ici, c'est sans terre. Bon, je raccorde toutes les basses tensions entre elles, hein, et je ramène au moins. Par contre, je raccorde la haute tension entre elles, je ramène au plus. Donc là, la terre n'agit pas. Alors ici, c'est quoi? Je raccorde toutes les basses tensions entre elles que je ramène à la borne de Gart. Voilà. Et je ramène la haute tension en moins. Quant à la masse, je la mets au plus. Et ça, c'est, bon, la haute tension, je la ramène à la garde, donc, hein, je veux dire, je vais éliminer le courant de fuite par la haute tension, mais je vais mesurer les basses tensions avec la terre. La terre, je la raccorde au plus, et la basse tension, je la raccorde au moins. Voilà, voilà, ça c'est pour mesurer donc un transformateur, comment on mesure tension d'essai via un transformateur. Alors là, voilà le programme. DataView, c'est vue de données, c'est pour avoir toutes les mesures répertoriées, je veux dire, dans un logiciel, je veux dire, et tirer des conclusions via les mesures. Voilà le DataView. Alors, ils vous disent ici l'outil indispensable pour configurer, mesurer, visualiser les données en temps réel, hein, les enregistrer, créer des rapports de mesure standards ou personnalisés. Alors,
Donc ici, on voit bien la méthode qui est utilisée par... c'est la méthode par palier ici, on la voit tout de suite, hein. On voit tout de suite que c'est la méthode par palier et par échelon. Par exemple, ici, ils vous disent que si on clique sur le bouton là, par appui du bouton, le test débute et le résultat est tracé. Sur le premier bouton ici au-dessus. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Ouais, si je fais pas... Alors, ici, c'est sélection de la tension d'essai. Vous voyez, on peut aller jusque 500 volts, 1000 volts, 2000 volts, 5000 volts. Voilà. Alors, les résultats sont affichés où? Ici. Voilà. Les résultats sont affichés ici. Et ça, bien sûr, bon, c'est les graphiques concernant, je veux dire, le test. Voilà. Ici, on voit qu'on a un test avec une compensation de température ici. Voilà. Et alors, on peut imprimer ces rapports, on peut ajouter directement des commentaires de l'utilisateur dans le rapport de mesure, possibilité de créer une librairie de configuration adaptée à des applications particulières. Ah, bref, ça porte toujours à tout au niveau logiciel. Alors, eh bien, quel est le type d'appareil qu'il faut utiliser? Vous voyez, il y a toute une panoplie d'appareils de mesure ici. Lequel utiliser? Est-ce qu'il faut utiliser euh, l'IMEC 5000N, l'IMEC 1000N, le CA 6513, le CA 6523? Ben, lequel? Mais tous ces appareils-là, c'est en fonction du besoin. Et le besoin, c'est en fonction de la tension d'essai d'usage, hein. Il peut aller jusqu'à quelle tension d'essai. L'isolation maximale mesurée, jusqu'à quelle valeur ils peuvent avoir leur isolation de mesure. Voilà, ici, je vois qu'il y en a un qui... Ici, les 10 teraohms, c'est ceci, hein. C'est la dernière gamme. Donc, le monsieur qu'on voit avec le casque tout à l'heure, c'est un appareil de cette gamme-là. Donc, il mesure de très grandes résistances d'isolement, en fait. Parce que ces gammes-là mesurent de très grandes... voilà, je ne le mets pas ici. Ces appareils-là mesurent de très grandes gammes de résistance d'isolement, ainsi que des tensions d'application très importantes de la tension d'essai. Alors, le type de mesure, est-ce qu'ils font tous du PI, du DAR? Ben non. Non. La plupart des appareils de mesure font du ponctuel. Pour avoir toutes les mesures, il faut aller chercher le, le CA 6548. Le dernier de la liste, il fait tout. Il fait toutes les méthodes de mesure. Voilà. Ce dernier appareil ici fait toutes les méthodes de mesure. PI, DAR, ponctuel, échelon, voilà, tout dernier ici. Les quatre, celui-ci, c'est en fait, c'est bon, il doit coûter ça doit être celui qui coûte le plus cher, fatalement, parce qu'il va jusqu'à 5000 volts de tension d'essai, une résistance d'isolement de 10 teraohms, et il fait tous les types de mesures possibles, hein, voilà. Et il possède une garde. Il possède un chronomètre, une garde, une alarme, une résistance, euh, euh, une mémoire de communication, une continue. Enfin, il n'a pas de continuité ici. Voilà, mais il a une capacité en fait, voilà.
Voilà. Et celui-là, vous voyez qu'ils peuvent être soit un magnéto, c'est-à-dire qu'on tourne hein, avec une manivelle, soit on met des piles. Il y a des appareils à piles et il y a des appareils sur batterie secteur de 220 volts. Et le monsieur qui avait le casque, c'est un appareil qu'il mettait sur secteur. Les magnétos, on les voit tout de suite, hein, il y a une magnéto, hein. Il faut engendrer une tension en tournant, je veux dire, de 10 000 volts. Voilà, voilà, ça c'est la magnéto. On voit bien, je veux dire, ils ont une magnéto, on engendre une tension. Alors, là, il parle de tension. Voilà, quel type d'afficheur qu'il y a? Bon, si c'est analogique, voilà, bon, c'est tout. Il parle, ici, c'est des caractéristiques, hein. Tension d'essai pour les mégomètres à magnéto, 500 volts. Voilà, ici, on voit de 250 à 1000 volts de tension d'essai. Donc, quand vous tournez, vous avez jusqu'à 1000 volts pour cet appareil-là. Celui-ci, si vous tournez à fond, vous avez 500 volts. Voilà. Gamme de mesure de 0,5 à 200 mégohms. Là, il va jusqu'à 5000 mégohms. Ce qui fait 5000, ce qui fait méga, 5 gigohms. Alors la précision, il vous donne la précision, pleine échelle, bon, c'est pas tout appareil n'est pas précis à 100%, donc il y a des erreurs, hein. J'ai expliqué que euh, tout système de mesure, ça c'est pas propre au mégomètre, tout système de mesure euh, d'appareillage est sujet, je veux dire, comme je l'ai expliqué, à des incertitudes, hein. Euh, Pourquoi? Parce qu'en fait, les appareils de mesure sont sensibles, je veux dire, à la température, à l'hygrométrie, hein, je veux dire, à celui qui prend les mesures, comme j'ai expliqué tout à l'heure, à, comment est-ce qu'on appelle ça? euh, L'incertitude due à l'appareil lui-même, comme ici, la précision, hein, 2,5 de précision, c'est déjà très bien, hein. D'incertitude, 2,5% d'incertitude, c'est magnifique, à pleine échelle. Euh, Et on peut avoir aussi des mauvais étalonnages, hein, donc des appareils de mesure. Donc, mais ici, il vous donne la précision. Tout appareil de mesure a une incertitude de mesure. Donc, ici, c'est 2% pleine échelle, ici 2,5% pleine échelle. Donc, il faut en tenir compte pour le calcul de l'erreur, en fait, l'erreur de mesure. Attention qu'ici, c'est une précision pour la tension, hein, parce qu'ici, on retrouve une précision pour la gamme de résistance, hein. Chaque fois, il y a une précision pour la mesure. Pour la gamme, par exemple, ici de la continuité, ici, une précision pour euh, euh, la tension, hein, la tension d'emploi, tension d'usage, il y a une certaine précision. Voilà. Chaque fois, il y a des incertitudes pour chaque valeur qu'on utilise ou mesurer, hein. Et il vous les donne. Donc, il faut tenir compte de toutes ces incertitudes pour, si on va voir, calculer avec précision. Alors, ils ont des accessoires de rechange. Voilà. Je suis bien embêté avec le logiciel ici parce qu'il est très, très lent. Quand on appuie une fois, on croit qu'il n'a pas avancé. En fait, il faut cliquer une deuxième fois, et puis il se remet à avancer 3-4 fois. Bon, il est très lent. Voilà. Et ça, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Mais que ce sont euh, euh, des accessoires de rechange qui vont avec les appareils de mesure, certains types d'appareils de mesure qu'on a vus ensemble. On a un thermohygromètre ici, la référence elle est là. On a un thermomètre, la référence est là. Euh, il vous donne le couple aussi, hein, le couple du thermomètre. Il vous donne un jeu de fusibles, hein, des pinces crocodiles. Enfin, dans la référence, vous pouvez acheter des pinces crocodiles, des pinces de touche, hein, je veux dire, soit rouge noir suivant la polarité, et un jeu de deux cordons, 1,5 mètres. Voilà. Et 5 pinces crocodiles, vous pouvez acheter tout ça, vous mettre ça dans votre sac, et quelqu'un qui est un professionnel, il possède tout ça dans son sac, en plus des piles, si c'est un appareil à piles.
L'idéal, c'est d'avoir deux appareils, hein. Quelqu'un qui est vraiment professionnel, il a deux appareils. Pourquoi? Il fait la mesure avec un appareil, il fait la mesure avec un deuxième appareil. S'il voit que les appareils, je veux dire, ne donnent pas, je veux dire, les mêmes valeurs, je veux dire, là, il peut se poser la question, je veux dire, s'il n'y a pas un souci au niveau d'un des deux appareils. Non, ici, c'est les appareils digitaux, en fait. Avec rétroéclairage, chronomètre, alarme. Ah, c'est tout ce qu'il offre en plus, en fait. Voilà, c'est les digitaux, c'est le numérique. Mégomètre numérique. Mais ici, il va de 100 à 500 volts, hein. Donc le gars, tout à l'heure, pour moi, il avait deux appareils. Il avait un appareil, je veux dire, hyper cher, hyper sophistiqué, qui donnait, je veux dire, des grandes valeurs qui était capable de mesurer des grandes valeurs d'isolement. C'était le grand appareil, mais il y avait un petit appareil à côté. C'est un mesureur d'isolement, je veux dire, on va dire, euh, pour des mesures de faible valeur de résistance d'isolement. Il avait les deux. Il avait les deux. Donc en fait, c'est vraiment un bon professionnel. Il avait les deux appareils. Mais pas deux appareils identiques. L'idéal, c'est d'avoir deux appareils identiques sophistiqués, deux appareils identiques, bon, pour les petites mesures. Voilà. Enfin, l'idéal, on peut avoir 50 000 appareils, de faire 50 000 mesures, c'est surtout ça. Mais bon, ça coûte aussi, hein, je veux dire, de l'argent. Bon, c'est vrai que maintenant, on peut se débrouiller. Si on est dans une gamme de petites mesures, on peut mesurer un- avec deux appareils, un de haute valeur de résistance d'isolement et une avec une petite valeur. Et si on sait mesurer avec les deux appareils, tant mieux. Parce que si c'est une haute valeur de résistance à mesurer d'isolement, avec la petite, je ne saurais pas mesurer pour faire des comparaisons, donc ça sert à rien. Donc, mais avoir deux les mêmes, sophistiqués, ça coûte cher. Bon, voilà. Je sais pas combien ça coûte, mais enfin bref. Et alors, on sait faire toutes sortes de mémorisation. Ah, voilà. On a toutes les caractéristiques. Enfin, je vais pas m'étaler là-dessus parce que ça prend du temps en plus pour circuler, je veux dire dans mon, parce que l'ordinateur chauffe et en fait il bloque. Donc voilà. Donc ici, je vous renverrai vers le site. Le site, il est là. Donc c'est Chauvin Arnoux comme site default file D00VEC31 PDF. On ne le voit pas par ordinateur, mais il est marqué là. Donc, il apparaît ici quelque part, hein. Ah, là, ici. Il est là. Il apparaît là. Ouais. Il apparaît ici. Voilà. Donc, vous pouvez aller voir ça et je veux dire, bon, celui qui veut faire des tests d'isolement, des tests, bon, il achète un appareil comme ça et il se met à tester dans les entreprises, je veux dire, ouais, je veux dire les résistances d'isolement des machines, des câbles, des transformateurs, de tout ce qui peut passer, qui est électrique, qui conduit l'électricité, qui peut avoir un courant de fuite, qui peut intervenir. Attention qu'on peut même mesurer, mais pas avec des appareils sophistiqués comme ça, les machines à laver, hein. Machines à laver, foreuses, tout ce qu'on veut. Voilà. Ou circuit d'une habitation électrique d'une maison, d'une maison. Voilà, voir s'il n'y a pas des courants de fuite. Ouais, ouais, parce que dans une habitation, s'il y a des courants de fuite, ben on consomme, hein. Je veux dire, euh, bon, il suffit qu'il y en ait un qui vienne forer un trou contre un mur, qui vient mettre une fiche et que cette fiche touche le câble et qui vient endommager le câble. On a une perte d'isolement, hein. D'office, il y a des courants de fuite. Ça, je vous le dis tout de suite. Donc, je veux dire, faut se méfier des trous sur les murs. Parce que bon, on ne voit pas ce qu'il y a derrière, mais parfois on fore sur des câbles électriques. Bon, ouais, on a fourré sur un câble électrique. L'installation, peut-être qu'elle va fonctionner correctement, mais on a endommagé peut-être le conducteur, hein, fameusement, hein. Donc, si on a endommagé le conducteur, euh, je dis un courant de fuite, et alors on consomme pour rien, en fait. On consomme pour rien. Voilà, on consomme du courant pour rien. Alors, le courant, on le voit comment? Mais le compteur, il tourne tout seul quand tout est éteint. Le compteur, il tourne tout seul. Le compteur électrique, il tourne tout seul, légèrement, légèrement, mais on le voit. Pourquoi? Parce qu'il y a des courants de fuite, hein. Parce qu'il y a une fuite quelque part. Voilà. Donc à ce moment-là, il faut vérifier d'où ça vient, ce courant de fuite. Donc, avec la mesure de résistance d'isolement, on sait voir tout ça.
Bon, mais celui-ci est fort sophistiqué, c'est pour des résistances pour des mesures en entreprise, hein. Bon, c'est un gars qui achète ça, il ne fait que ça. Il ne fait que ça, je veux dire, mesurer dans les entreprises. Ouais, il gère une statistique de différentes entreprises pour lesquelles il va visiter. Et euh, voilà, on peut mesurer aussi les résistances d'isolement, aussi des câbles d'une voiture, hein. On peut avoir des courants de fuite dans une voiture. Ça peut même mettre le feu dans une voiture, parce que si une courant de fuite circule à un moment donné et qui fait des fuites et qui va ailleurs, il peut avoir le feu dans une voiture. Surtout avec tout ce qui est fusible Quand je dis fusible, c'est pas les composants électriques fusibles, hein. Quand je dis fusible, il y a beaucoup d'éléments chimiques qui peuvent prendre feu facilement, hein, au contact de l'électricité. On retrouve de l'huile dans une voiture, on retrouve, enfin, tous des composants, euh, je veux dire, beaucoup de choses qui peuvent être fusibles dans une voiture et qui peut ramener, je veux dire, le feu, je veux dire, un véhicule. Donc, en fait, la résistance d'isolement, si quelqu'un a été chipoté, hein, je veux dire, avec une installation, je veux dire, ah, hi-fi, enfin hi-fi, pas hi-fi, mais une installation, je veux dire, d'amplificateur concernant, je veux dire, une radio d'un véhicule. S'il a mal câblé, qu'il y a des fuites de courant, ben, ça peut être sujet, je veux dire, hein, il fait intervenir un bouton quelque part, hein, un must, un petit bouton, hein, il appuie, il a quelque chose dans la voiture complémentaire par rapport aux autres qui n'ont pas. S'il a mal câblé, qu'il a fait une résistance, s'il y a une résistance qui est mal, et que le courant fuite, s'il y a une fuite, ben, à la longue, ce courant de fuite peut ramener l'incendie du véhicule. Parce que qui dit courant de fuite dit courant, courant qui va chauffer aussi, hein. Elle va pas aller dans les résistances adéquates, elle va aller dans, hein, je veux dire, voilà, elle va pas être consommée correctement, donc ce courant de fuite va plutôt venir comme une perturbation et venir mettre le feu à long terme, peut-être même parfois à court terme, hein, parce qu'il suffit d'une petite étincelle pour que, je veux dire, hein, s'il y a un élément fusible juste à côté, par exemple une mousse, quelque chose comme ça, on est parti. Une fois que c'est enclenché, bon, c'est la panique qui arrive pour remettre, on sort l'extincteur et on a un extincteur de même pas je sais pas combien de litres qu'il y a là-dedans, mais une fois qu'on a sorti l'extincteur, il reste plus rien, hein. Il y a encore l'incendie qui a démarré, qui veut plus s'éteindre. Voilà, même avec l'extincteur, ça ne suffit pas. Voilà. Parce qu'il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez. Voilà. Et donc après, bon, on regarde sa voiture brûler. On a le temps d'appeler les pompiers, le temps qu'ils viennent, mais la voiture est bon, elle est carbonisée. Voilà, et tout ça à cause d'un courant de fuite bon, qui a été mal, je veux dire, enfin, d'un mauvais câblage ou quelque chose comme ça, ou d'un câble électrique qui a endommagé. Voilà. Enfin bref, je vais arrêter ici. Je vous remercie beaucoup.